Créer du contenu pour créer du contenu, c'est pas vraiment ça l'objectif et c'est pas vraiment ça qui va t'amener des réels résultats. Dans cet épisode, je te partage les 10 fondements d'une bonne stratégie de contenu. Donc, quelles sont les réflexions et les éléments à mettre en place pour t'assurer que ton contenu permette non seulement d'avoir une belle visibilité, mais permette d'attirer plus de clients dans ton univers. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode 79, où je te présente les 10 fondements d'une bonne stratégie de contenu. Pourquoi je parle de fondements? Parce que pour moi, ce sont 10 choses qui sont à la base du succès d'une stratégie de contenu. Donc, ce que je veux dire par stratégie de contenu, c'est vraiment au niveau de ton écosystème de contenu. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, parce que je le répète sans cesse, mais le contenu, c'est pas les réseaux sociaux. Ça fait partie de ça, les réseaux sociaux. Mais c'est aussi ton site web, ton blog, ta chaîne YouTube, ton podcast, si tu en as un toi aussi, tes réseaux sociaux en général et en fait toute ta présence numérique. Dans le fond, là, le contenu, c'est très, très large. C'est tout ce qu'on peut lire à propos de toi et bien sûr le contenu que tu crées, en fait, parce que les autres peuvent parler de toi, mais c'est pas ton contenu à toi. Bref, une bonne stratégie de contenu, ça comprend certaines choses et c'est surtout la qualité des réflexions que tu vas faire, que tu vas entreprendre, qui vont être à l'origine de ton succès ou de ton non-succès ou moins grand succès peut-être. En fait, c'est que j'ai envie que tu comprennes que c'est pas seulement de décider qu'est-ce que je vais publier sur mes réseaux sociaux. C'est des questions qui sont beaucoup plus profondes, qui vont mener à une stratégie qui fonctionne. Et comment on fait pour savoir aussi que sa stratégie fonctionne? On a des résultats, on atteint nos objectifs, que ce soit en termes de visibilité, de vente, de crédibilité aussi, si on veut, sur son marché. C'est à toi, en fait, à définir tes objectifs. Pourquoi tu veux être présente en ligne? Pourquoi tu veux avoir une chaîne YouTube? Pourquoi tu veux aller sur TikTok? Quel est ton objectif derrière? Et ça peut pas juste être le chiffre d'affaires, ça peut pas juste être des ventes, mais bon, ça c'est un autre sujet. Il y a beaucoup plus que ça peut t'amener parce qu'il faut voir la stratégie de contenu sur le long terme. Je le dis souvent, c'est une brique. Chaque contenu, chaque pièce de contenu que tu crées, c'est comme une brique et ensemble, ça va former une grande maison ou un grand manoir. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu as envie de construire, mais c'est pas du jour au lendemain, ça en prend des briques. Pour construire sa maison, c'est la même chose. Un écosystème de contenu, ça se bâtit sur le long terme. Et oui, on va avoir des bénéfices à court terme, des résultats à court terme, mais c'est surtout sur le long terme que c'est payant. Alors, sans plus tarder, je veux rentrer directement dans le vif du sujet avec toi. Donc, je t'ai promis 10 fondements d'une bonne stratégie de contenu. Alors, voici la première chose importante. C'est de connaître la ligne directrice de ta marque. On peut parler de branding parce que oui, le branding, c'est pas qu'un logo. Puis ce que je veux dire par ligne directrice de ta marque, c'est l'identité profonde de ton entreprise. Ça inclut plein de choses, hein? Ça inclut ta personnalité, ta voix, le ton. Tout ça, ça va influencer tes communications, évidemment. Ça va aussi avoir des répercussions sur ton identité visuelle. Donc, c'est vraiment important de comprendre l'identité profonde de son entreprise, comment on veut être perçu, quel genre de personnalité on veut avoir en ligne. Tu sais, si on pense par exemple à Maxi, qui est vraiment dans le terme de l'humour, qui est très bon enfant, qui est très
cabotin un peu dans sa façon d'être sur les réseaux sociaux et en ligne, même dans ses publicités télévisuelles aussi, ça fait partie d'une ligne directrice de la marque. C'est pas quelqu'un qui gère les réseaux sociaux qui a décidé ça du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment important de comprendre c'est quoi ta ligne directrice à toi. Deuxième élément, eh bien, ce sont tes fameux objectifs marketing. Donc, en fait, il faut que tu te concentres au niveau de ta stratégie, que ce soit orienté, en fait, sur tes buts et tes objectifs généraux. Donc, par exemple, on connaît tous l'expression, les objectifs SMART. Donc, en fait, il faut que ce soit des objectifs qui soient spécifiques, donc d'indiquer vraiment qu'est-ce que tu veux réaliser avec ta stratégie de contenu, qu'est-ce que tu veux atteindre. Donc, je le disais au début, c'est super important de savoir ce qu'on veut parce que sinon, on crée pour créer, puis c'est pas très aidant ni stratégique. Ensuite, on veut que ce soit des choses qui soient mesurables, donc d'avoir, OK, ben ça va être quoi mes indicateurs de réussite par rapport à ce projet-là, par rapport à cette plateforme-là ou ma stratégie en général. Il faut que ce soit réalisable, donc il faut, oui, être ambitieuse dans la vie, mais il faut quand même se donner les chances de l'atteindre. Donc, il faut toujours penser à ce que ce qu'on vise soit réaliste. Ensuite, la pertinence, aussi, c'est super important. Donc, de s'assurer que vos objectifs vont être pertinents dans votre stratégie marketing globale aussi. Hein? Donc, il y a le contenu, c'est une chose, mais il y a aussi d'autres choses qui font partie de votre marketing. Donc, c'est important quand même que tout ça collabore, travaille main dans la main pour votre plus grand bien. Et finalement, au niveau du temps, bien, que ce soit limité dans le temps. Donc, il y a une période à laquelle vous allez travailler pour la réalisation de cet objectif-là. Ça, c'est pour vos objectifs. Hein. Quand on fixe un objectif, il faut qu'on mette une espèce de date, pas butoir, mais en fait une date à laquelle on veut réaliser. Mais comme je l'ai dit au début, une stratégie de contenu, c'est sur le long terme. Hein. Ça fait maintenant 2 ans que le podcast existe. Puis, je peux vous dire que c'est vraiment un continuum et qu'avec le temps, c'est comme exponentiel. Les résultats auxquels on peut s'attendre, puis ça prend une certaine récurrence et persévérance pour vraiment, disons, on va dire, savourer là, la progression. Donc, je vous dirais que pour moi, il n'y a pas de date butoir. En tout cas, je la connais pas s'il y a une date de fin pour le projet du podcast. Mais on peut se donner des objectifs, par contre, de dire, OK, ben dans 1 an, j'aimerais atteindre tant nombre d'écoutes. Ou par exemple, avec votre blog, j'aimerais que grâce à mes articles de blog, ça me génère X nombre de visites par mois. Ça, c'est un exemple où il y a une temporalité qui s'installe. Ensuite, le 3e élément, j'en parle souvent sur mes réseaux sociaux, c'est de bien connaître son client idéal ou son persona. Je dis souvent persona, mais d'ailleurs, l'épisode 61 avec Lauriane Crépy, on a parlé justement de l'importance du persona, comment travailler avec cette donnée-là. Puis je l'ai souvent aussi répété, le persona, c'est oui, une espèce de conception d'un profil qui est comme une personne fictive qu'on a développée en fonction de différents attributs. Mais ce qui est super important, c'est de connaître surtout ses défis, ses douleurs, ses points sensibles, ses buts, ses objectifs, ses aspirations, c'est quoi ses besoins, c'est quoi aussi son processus décisionnel d'achat. Tout ça, là, c'est des éléments qui sont beaucoup plus importants à connaître versus le sexe, l'âge, le statut matrimonial, la taille des enfants et tout ça. C'est le fun de le savoir parce qu'on se fait une image mentale d'une certaine personne, mais c'est pas l'affaire, on s'entend, qui est la plus aidante pour sa stratégie de contenu. Donc, ce qu'il faut s'assurer, c'est que tous les piliers de sa stratégie vont tenir compte de ce client idéal-là. Donc, c'est de dire, quand je crée cette pièce de contenu, est-ce que cette personne-là va se reconnaître? Est-ce qu'elle va se sentir interpellée? Et si la réponse est oui, bien, on est à la bonne place finalement. Alors, le 4e élément, donc 4e fondement d'une bonne stratégie de contenu, c'est toute l'analyse qu'on fait de son marché. Donc, la lecture qu'on fait de notre marché est ultra importante.
C'est sûr que quand on est une grande entreprise qui fait des millions de dollars par année, on peut faire des études de marché, on peut engager des firmes, on peut vraiment aller chercher beaucoup de données ultra pertinentes. Quand on est solopreneur, ben on n'a pas ces moyens-là. Par contre, on peut quand même analyser son marché. On peut aller voir là, des données, par exemple, sur Statistique Canada, sur l'Institut de la statistique du Québec, si vous êtes bien sûr au Québec ou au Canada. Je suis pas convaincue qu'il existe la même chose outre-mer, mais d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme données qui existent sur votre marché, sur votre type de persona, de client idéal. Aussi, vous pouvez poser des questions. Tu sais, si par exemple, je pense à ma situation où ma cliente idéale est une femme entrepreneur, bien, il existe des groupes Facebook de femmes entrepreneurs où je pourrais aller sonder et poser des questions pour essayer de mieux comprendre ce processus-là. Évidemment, ça prendrait un échantillonnage quand même assez important pour avoir une bonne lecture, mais c'est quand même à notre portée. L'idée, c'est de s'informer, d'être curieuse à propos de son marché, pour toujours, en fait, j'ai envie de dire pour être un pas à l'avance de tout le monde. Tu sais, quand on voit les tendances du marché, là, c'est sûr que mon marché à moi, c'est l'entrepreneuriat. Mais on voit là, des tendances qui se dessinent avec tout ce qui est l'univers web. On parle du Web 3, on parle du Metaverse. Il y a plein d'affaires qui se passent. Puis c'est important d'être curieuse et d'aller lire, d'aller s'informer, de bien comprendre les tendances qui se dessinent pour être capable de vraiment toujours être cohérente et pertinente par rapport à vos offres, par rapport à votre contenu, évidemment, là, parce qu'on parle plus de stratégie de contenu, mais l'analyse du marché, c'est vraiment important de toujours garder en tête, là, d'être curieuse sur ce qui se passe dans son marché. Puis aussi, ben, connaître son marché, c'est aussi connaître son environnement concurrentiel. J'aime dire qu'on n'a pas vraiment de concurrents, mais plutôt des potentiels collaborateurs, parce que c'est sûr qu'on voit la compétition comme une forme de menace ou de danger. J'aime renverser un peu cette perception-là. Par contre, c'est quand même important de connaître qui sont vos concurrents, qu'est-ce qu'ils offrent, comment ils se positionnent sur votre marché, quel genre d'offres ils font, quel genre de contenu ils font, pour être capable toujours d'être, entre guillemets, un pas à l'avance ou de vraiment vous démarquer davantage. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, le 5e fondement que j'ai envie de vous parler, c'est le fameux parcours client. Donc, un parcours client, en fait, ça va être toutes les étapes par lesquelles va cheminer votre client. Dans le fond, le point zéro, le point de départ, ça va être quelqu'un qui ne connaît ni votre entreprise, ni votre marque, ni ce que vous avez à offrir. Donc, un inconnu, si on veut. Puis la fin, ben, qu'on espère, ce sont des clients qui non seulement sont clients, mais sont aussi ambassadeurs de votre marque. Donc, ils vont parler de vous, qui vont vous référer, qui vont avoir envie de porter sur leurs épaules vos messages et de faire un peu votre promotion, si on veut, parce qu'ils sont tellement convaincus. Donc, ce parcours-là, c'est vraiment comme une suite d'étapes. On voit souvent là, dans les manuels de marketing ou même sur Internet, beaucoup de modèles qui sont linéaires parce que c'est la façon la plus simple de représenter le parcours client, mais honnêtement, c'est jamais la réalité. En fait, c'est dans un monde idéal, là, comment on dit ça, en autarcie, le parcours client plutôt idéal serait linéaire, donc avec les étapes qu'on aura définies. Mais ce qui est important avec cet exercice-là de parcours client, en fait, c'est juste de comprendre c'est quoi le processus d'achat qu'on propose ou qu'on remarque avec nos clients. C'est quoi les actions qui sont posées par vos clients potentiels? C'est quoi les émotions qu'ils ressentent? À quel moment? Est-ce qu'elles ont des peurs? Est-ce qu'elles ont des appréhensions de certaines choses? C'est quoi les points sensibles aussi? Ça, c'est important de connaître. Qu'est-ce qui peut accrocher? C'est quoi les étapes, dans le fond, où on a à mettre un petit peu plus d'emphase au niveau de notre contenu pour vraiment dissiper, si on veut, ces doutes-là. Donc, le parcours client sert vraiment à tenir compte, en fait, de l'état d'esprit dans lequel les gens sont quand ils rentrent dans son écosystème de contenu. Et ça permet justement de définir pour vous les étapes, dans le fond, de vos propres processus de contenu
que ce soit, tu sais, vos infolettes, marketing automatisé, les automations, en fait. Donc, les courriels qu'on va envoyer automatiquement selon une certaine séquence. Si vous avez un outil gratuit, par exemple, bien, ça fait partie justement du parcours client de plusieurs entreprises. Donc, de dessiner un peu c'est quoi les étapes par lesquelles mon client va passer de l'état à il ne connaît pas votre entreprise jusqu'à il est client et il parle de vous autour de lui. Donc ça, c'est super intéressant. Je ferai sûrement un épisode complet juste sur ce sujet-là parce que c'est tellement vaste et complet. Le 6e fondement que j'ai envie de vous parler, c'est le choix des plateformes et des formats. J'ai envie de dire que c'est la question la plus fréquemment posée par les entrepreneurs qui viennent vers moi. Du genre, Mélanie, est-ce que tu penses que je devrais me lancer sur YouTube? Est-ce que je devrais aller sur TikTok? Est-ce que je devrais faire des vidéos, tu penses? Ce genre de questions-là, c'est souvent un choix qui est super important, mais en même temps qu'il faut prendre le temps de définir justement, de se rappeler là, les 5 autres fondements dont je t'ai parlé plus tôt. En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque plateforme a une espèce de portrait, on va dire, socio-économique, socio-démographique plutôt, tu sais, que les propres plateformes vont publier selon les données de leurs utilisateurs. Par exemple, au tout début de TikTok, ce qu'on avait comme données, c'était que c'était surtout des adolescents, c'était surtout des très, très jeunes adultes qui étaient sur la plateforme, puis le genre de contenu, il y avait beaucoup, tu sais, de danse ou de choses comme ça. Ce qui fait que pour les entrepreneurs, ben ça a longtemps été une plateforme qui a été boudée, hein. Donc, c'était pas stratégique nécessairement de se lancer sur la plateforme. Par contre, les entrepreneurs qui l'ont fait, par exemple, dès 2020, ben aujourd'hui, ont déjà une grosse communauté et s'en sortent très bien. Donc, tu sais, ça peut être une façon de dire, moi, je vais être précurseur ou je pense que la tendance va se renverser puis je vais aller sur la plateforme puis c'est comme un petit coup de dé si on veut. Mais dans le choix de plateforme et de contenu, de format, en fait, de contenu, il y a toute la question aussi qui est intéressante de savoir qu'est-ce que votre client idéal aime consommer. Donc, est-ce qu'il aime consommer plus du contenu écrit ou du contenu vidéo, voire audio comme le podcast? Donc, tout ça, c'est super important d'en tenir compte. Mais j'ai envie de dire aussi qu'au-delà de ce que votre avatar, votre client idéal, votre personnage, je sais jamais quel mot adopter, là, mais que votre client idéal aime consommer, au-delà de ça, c'est qu'est-ce que t'aimes créer? Qu'est-ce qui te met en valeur de la meilleure façon? Il y a des gens qui, en vidéo, ne sont pas super à l'aise et que bien qu'ils veulent faire des efforts, ben, tu sais, c'est pas la meilleure forme de contenu pour les mettre en valeur. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui pourrait te faire en sorte qu'on va mieux comprendre tes messages, mieux assimiler ton identité profonde de marque. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport au nombre de plateformes, ben c'est de comprendre c'est quoi mes capacités, mes ressources surtout pour créer du contenu, parce que ça prend du temps de créer du contenu. Est-ce qu'on fait le choix, par exemple, de dupliquer du contenu sur des plateformes, exemple que je fais avec Instagram et Facebook? Je publie exactement la même chose. Je programme les posts pour qu'ils soient publiés en même temps parce que j'ai fait le choix de miser davantage plus sur Instagram que Facebook, mais je veux pas non plus délaisser ma page Facebook. Donc, je fais le choix stratégique de faire ça. Mais il y a des entreprises qui vont avoir du contenu unique pour ces deux plateformes-là. T'sais. Même chose pour TikTok, Instagram, il y en a qui vont publier exactement la même chose. Donc, tout ça pour dire que ce choix-là, ben, va nous amener à définir ça va être quoi les formats de contenu les plus pertinents et tout ça basé sur ce que votre client idéal consomme le plus, ce qui permet le mieux de mettre en valeur votre marque et ce qui permet aussi le mieux le passage à l'action, hein, donc de cheminer dans ce fameux parcours client, donc d'avancer, je dirais, à la prochaine étape. Fait que c'est vraiment une décision qui est fondamentale finalement. Ensuite, le 7e fondement que j'ai envie de te présenter, c'est le processus de création
Donc, d'avoir un processus de création de contenu qui est efficace, qui va t'aider, en fait, à créer sans trop de résistance, sans trop de frustration, parce que trop souvent, j'ai côtoyé des entrepreneurs qui trouvaient donc ça compliqué de faire du contenu, tu sais, qui sont débordés puis qui n'ont pas le goût parce qu'ils voient ça comme une montagne. Souvent, quand je gratte et que je pose des questions, c'est souvent le processus de création de contenu qui est inadéquat ou, disons, pas efficace. Tu sais, je pense notamment au principe de batching. C'est super le batching, mais il y en a pour qui c'est un réel casse-tête. On voit ça gros, on se dit, mais moi, j'ai pas 4-5 heures à allouer dans une journée pour ça. La tête va me fendre, c'est pas possible. Le batching, by the way, c'est pas pour tout le monde. C'est super efficace, oui, mais ça demande beaucoup d'organisation, de préparation. Et pour les gens qui procrastinent quand ils voient que c'est une tâche qui, comme une grosse montagne, c'est vraiment pas aidant. Au contraire, il y a certains entrepreneurs que j'ai connus, que je connais en fait, je les connais encore, ben vont procrastiner davantage leurs réseaux sociaux et leur contenu en général lorsqu'ils s'imposent une stratégie de batching. Donc, toujours l'idée de trouver son propre processus et d'avoir aussi des bonnes pratiques au niveau de la création de contenu qui va vraiment vous aider à ce que vous allez gagner en efficacité. Des fois, ça va être l'utilisation de certains outils, par exemple. Si je pense, là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle avec ChatGPT, par exemple. Je partageais aussi sur Instagram que j'utilise le logiciel Jasper, qui fonctionne un peu sur le même principe, mais qui va aussi avoir des templates de création. Fait que des fois, avec des outils, ça va nous aider à créer plus rapidement aussi, à générer des nouvelles idées. Donc, est-ce que tu as les bons outils? Est-ce que le processus de création que tu as présentement est vraiment efficace et aidant? Ce sont toutes des questions super intéressantes à se poser. Et il y a aussi tout l'aspect des habitudes de création de contenu, des routines de création de contenu qui sont intéressantes. J'ai une cliente récemment qui voulait commencer sur TikTok à créer des vidéos, puis je lui disais, tu sais, une des meilleures pratiques qu'on peut faire quand on est dans ce format-là, c'est de prendre l'habitude de filmer des petits clips dans son téléphone, de se créer un album, disons, de photos dans le téléphone dans lequel on va mettre des photos en action, des vidéos en action, des petits clips où on le voit là sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur TikTok, des vidéos qui fonctionnent beaucoup de routine ou des vidéos où on voit l'entrepreneur en action et il y a quelque chose qui est dit par-dessus, mais toutes ces vidéos-là, tu sais, à un moment donné, on peut pas dire je vais toutes les filmer en une journée. Donc, d'avoir déjà une routine, une habitude qui nous permet d'avoir des photos, des vidéos. Puis là, après ça, c'est tellement plus facile d'aller créer parce qu'on a déjà tout à mettre ensemble. Donc, on se dit, OK, je veux créer un TikTok sur tel sujet. J'ai vu un trend passer, puis je me dis, j'ai le goût de l'essayer, cette vidéo-là. J'ai déjà des photos, des vidéos qui correspondent à ce que j'ai envie de créer. Ça va tellement plus vite, mais ça demande une espèce d'habitude. C'est pas facile quand on commence cette habitude-là de se filmer, de se prendre en photo. Si c'est dans votre stratégie, en passant, c'est pas obligatoire du tout, dans toute stratégie de contenu. Donc ça, c'est pour le processus de création. Ensuite, le 8e fondement de sa stratégie de contenu, ce sont les piliers de contenu. On voit beaucoup de conseils par rapport aux piliers de contenu, du moins sur Instagram. Là, j'en vois beaucoup passer. Je suis souvent surprise de voir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas défini de piliers de contenu. Et ce que c'est, en gros, là, ce sont vos principaux sujets et angles de contenu que vous allez aborder. Donc, sous votre même stratégie, il y a des choses que vous allez aborder d'une certaine façon, en fait, et tous vos contenus, dans le fond, doivent se référer à un de vos piliers de contenu. Donc, par exemple, si on pense à mon entreprise, ben moi, je parle de stratégie de contenu. Donc, c'est sûr que la création de contenu, ça fait partie d'un de mes piliers. Il y a tout l'aspect de stratégie marketing aussi, parce que j'aime parler de contenu, mais j'aime aussi parler de marketing plus global, même si je me réfère au marketing en ligne.
Et ça peut être aussi tout l'aspect entrepreneurial, donc tout le mindset. Ça m'arrive beaucoup de parler de cette sphère-là de l'entrepreneuriat. Donc, ça fait partie d'un de mes 4 piliers. Donc, de définir ça, c'est vraiment important. J'avais une cliente récemment qui était dans la sphère de la beauté, donc des soins du visage et du maquillage. Ben, tu sais, un des piliers qu'elle avait, c'était aussi beaucoup la confiance en soi. Donc, comment développer sa confiance en soi, pardon. Comment se trouver plus belle au quotidien. Donc, oui, c'est un pilier de contenu, c'est pas directement lié à ce que vous avez à vendre, mais ça fait partie de comment vous présentez les choses. Donc, évidemment que les soins du visage, c'est un de ces piliers, et que le maquillage aussi. Mais on peut ajouter aussi une sphère qui va être toujours en lien avec le reste aussi. Donc, par exemple, des piliers de contenu, ce que je suggère toujours à mes clients, c'est entre 3 et 5 gros maximum. Sinon, c'est pas des piliers, là, vous êtes juste éparpillés, vous n'avez pas fait de choix tant qu'à moi. Donc, vraiment, définir ces piliers, c'est ultra important pour une bonne stratégie de contenu. Ensuite, le 9e pas fondamental, ben oui, ça se dit, je pense. Le 8e, mon Dieu, je recommence ça. Bloopers, mais que je couperai pas. Le 9e fondement, en fait, que j'ai envie de te présenter aujourd'hui, c'est le calendrier de diffusion de ton contenu, donc, ou le calendrier éditorial. Il y a plusieurs mots pour désigner la même chose. Quand on parle de calendrier de contenu, c'est pas obligé d'être, comment je dirais ça? C'est pas obligé d'être du contenu que tu as déjà programmé à l'avance. Il y en a qui vont faire des calendriers de contenu, qui vont te produire le contenu, qui vont batcher, comme je disais tantôt, qui vont programmer et merci, bonsoir. Si on est dans un mode plus au jour le jour, au niveau de la création de contenu, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir déjà un calendrier de diffusion, un calendrier de contenu dans lequel on va savoir exactement quel genre de contenu on va publier pour quelle plateforme, quel jour. Donc, ça nous laisse la latitude de le créer à la semaine, par exemple. Tu sais, au jour le jour, je le recommande un peu moins parce que c'est plus difficile à soutenir, mais il y a des gens qui sont super bons pour faire ça. Donc, si, par exemple, je vous donne mon exemple à moi, je sais que le lundi, j'ai un épisode de podcast qui sort. Donc, même si j'ai pas 8 épisodes de podcast de programmés à l'avance dans ma plateforme, je le sais quand même que le lundi, je vais parler de mon épisode de podcast qui sort. Donc, je peux quand même savoir vraiment qu'est-ce que je vais avoir à créer. Donc, je sais que le lundi, si c'est une entrevue, je vais créer une vidéo, un extrait en vidéo que je vais mettre en Reel sur Facebook, Instagram, TikTok. Je sais que si c'est un épisode solo, ben comme je me filme pas en même temps parce que ça me tente pas, ben je vais faire tout simplement un post régulier, une publication régulière dans laquelle je vais aborder la thématique de l'épisode et je vais aussi faire un extrait en story. Donc, tu sais, j'ai déjà la routine, hein, tantôt on parlait de routine de création, mais j'ai déjà une idée dans mon calendrier de qu'est-ce que je vais faire. Je sais que, bon, j'ai des idées de contenu en banque, donc je peux les placer dans mon mois pour avoir un calendrier qui fait du sens, puis m'assurer que je vais pas tout le temps me demander de quoi je vais parler, même si je programme pas ou que je ne crée pas mon contenu en batch pour tout le mois. Donc, tu sais, ça, c'est quand même une stratégie qui est importante de nommer parce que des fois, les entrepreneurs me disent « Ah, tu sais, je suis pas fière de moi, je suis pas capable de programmer un mois complet de contenu. » Puis je leur dis « Ben, c'est pas grave. Tu sais, tant que tu sais de quoi tu veux parler puis que tu as une stratégie pour le faire, c'est tout ce qui compte, là. Tant que finalement, tu le fais parce que tu as une structure en place, je veux dire, l'objectif est atteint, que ça a été programmé ou pas d'avance. Et finalement, le 10e fondement, mais non le moindre, qui est très important selon moi, c'est l'analyse en continu. Et je veux vraiment insister sur le en continu. Je peux même te référer à mon épisode sur les tableaux de bord. Pour moi, c'est super important qu'au moins une fois par mois, tu ailles regarder tes statistiques. Que ce soit là, tes statistiques d'écoute de podcast, de chaîne YouTube, tes visites sur ton site web, tes réseaux sociaux, voir
c'est quoi le contenu qui a fonctionné. Parce que là, si tu sais jamais qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, bien, tu vas juste répéter sans cesse la même stratégie. Et le but d'analyser en continu, c'est de s'améliorer en continu, de faire les choses différemment, d'être vraiment à l'écoute de ce que finalement ta communauté te dit à travers tes chiffres, à travers tes statistiques. C'est un continuum, hein? C'est quelque chose qu'on n'a jamais terminé. On n'a jamais terminé d'apprendre. Le contenu évolue aussi, il y a des nouvelles pratiques. Donc, de toujours un peu être à l'affût, ouvert. Et là, c'est pas de l'hypervigilance de data et de statistiques que je te propose. Mais pour ça, je te dis, une fois par mois, moi, c'est ce que je fais. Je vais regarder un peu à la semaine, tu sais, dans mes applications sur mon téléphone, mais de vraiment aller regarder en profondeur, je te dirais une fois par mois, tu sais, gros maximum, c'est ce que je vais faire. Et je vais être aussi à l'écoute des commentaires que je reçois, tu sais, des gens qui disent « Hey, j'ai vraiment aimé cet épisode-là, c'est un sujet qui m'a parlé. » Ben, tu sais, je vais le noter quelque part pour m'assurer de peut-être y revenir, faire référence, faire d'autres contenus à propos de ce sujet-là, sous d'autres formes ou sur d'autres plateformes, pour m'assurer de toujours être à l'écoute de cette communauté-là qui consomme finalement mon contenu. Alors voilà, j'espère que ces 10 éléments-là, ces 10 fondements d'une bonne stratégie de contenu t'a parlé. Je sais pas ce que tu en penses. Je t'invite toujours à me contacter par message privé pour me donner ton feedback. J'adore ça, discuter avec vous. Donc, ne te sens pas mal de m'écrire. Ça me fait vraiment plaisir. Avec cet épisode-là, je veux vraiment que tu puisses avoir une réflexion stratégique sur tout le contenu que tu as envie de créer. Et d'ailleurs, parlant de création de contenu, je ne sais pas si tu as déjà fait mon quiz pour connaître ton archétype d'entrepreneur créatrice de contenu. Donc, c'est un petit quiz, en fait, un petit questionnaire là, vraiment très, très rapide à faire et surtout agréable à faire, qui va te donner en fait un résultat au niveau de un des 4 archétypes que j'ai créés. Et ensuite, il y a un audio et aussi un épisode de podcast dédié à chacun de ces 4 archétypes. Et ça va t'aider à découvrir quel est ton angle mort de création de contenu, mais aussi quelle est ta grande force. Donc, tu sais, c'est intéressant de voir, par exemple, l'archétype de l'enseignante. Je te donne un exemple qui est excellente pour créer du contenu éducatif, pour instruire, pour partager son savoir. Mais des fois, qu'il va oublier l'aspect connexion des réseaux sociaux, qu'on découvre qui se cache derrière cette belle enseignante que tu es peut-être. Donc, je t'invite à me partager en privé ton résultat de quiz. J'aime toujours ça, connaître vos résultats puis savoir si ça correspond à ce que vous percevez de vous-même. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!